Ce soir, l'objectif, c'est une présentation par le service public France Rénov' sur un atelier de la rénovation énergétique avec une thématique plus particulière qui va être sur comment sortir de son logement lorsqu'on est dans une catégorie de passoire énergétique identifiée en F ou en G. Ce support, cette visio sera présenté, ce webinaire sera présenté par Olivier Boulovac, qui fait partie de la maison énergie Habitat Climat sur le pays d'Aix-en-Provence, et par moi-même, qui fait partie de l'ALEC Marseille, agence locale de l'énergie et du climat, les deux structures du service public. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est de se dire pour ce soir, on va faire un petit rappel justement sur le côté réglementaire, dans un premier temps, notamment au travers du DPE, qui est un instrument qui est un peu galvaudé. Et l'objectif, c'est justement de refaire une petite synthèse sur cet outil, cet instrument, et de pouvoir le traduire. Dans un deuxième temps, c'est aussi avoir une traduction, et ça sera Olivier qui prendra la main sur comment rénover, quels sont les outils techniques et quelles sont les solutions techniques pour pouvoir rénover. On va être dans le cadre à la fois des maisons individuelles, mais aussi des copropriétés. Donc, ça va être intéressant pour vous de jongler un petit peu sur ces deux domaines, puisque c'est deux domaines assez différents en termes de technique et aussi en termes d'aide financière, on le verra tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions en ligne pendant la présentation. Olivier va pouvoir vous répondre, et notamment sur la partie technique. On abordera les questions sur un troisième temps, sur la partie session ouverte, où vous pourrez poser vos questions de manière joyeuse et conviviale. Ici, petite présentation, puisque vous êtes venus jusqu'à nous, mais c'est toujours utile de vous présenter qui est le service public, de la rénovation énergétique. Donc, vous connaissez France Rénov', service public de la rénovation et de l'habitat. On est deux structures qui vont être réparties sur le territoire de la métropole, avec à la fois au nord sur Aix-en-Provence avec la maison énergie climat, et au sud sur le territoire de Marseille, notamment l'ALEC Marseille, l'agence locale de l'énergie et du climat. Les structures sont dédiées spécifiquement sur le côté technique de la rénovation énergétique. Et dans un troisième temps, vous avez une autre plateforme qui s'occupe sur le point de vue juridique, plus particulièrement de toutes les questions juridiques, notamment liées au logement. Et c'est l'ADIL, l'Agence pour l'information au logement, que vous connaissez. La métropole a mis en place justement pour toutes ces questions un numéro unique que vous voyez, le 04 88 60 21 06, sur lequel vous allez pouvoir avoir les interlocuteurs en fonction de votre territoire et surtout en fonction de vos projets. Donc, si vous êtes sur de l'individuel, c'est-à-dire la maison individuelle, ou si vous êtes dans le cadre d'une copropriété, vous aurez, quel que soit votre territoire, une personne qui va pouvoir vous renseigner sur votre projet. Lorsque vous avez un conseiller comme Olivier qui va vous renseigner sur le projet en tant que conseiller de France Rénov', l'objectif est à la fois d'identifier toutes les solutions techniques dans un premier temps. Deuxième temps, c'est d'identifier quels sont les budgets pour réaliser ces travaux. Troisième temps, connaître quelles sont les aides financières qui vont pouvoir être allouées à votre projet. Et dans un dernier temps, c'est aussi, si vous le souhaitez, avoir une liste d'artisans RGE qui vont être proposés en fonction de votre projet. Et il y aura une analyse de devis aussi qui peut être faite d'un point de vue technique pour vérifier l'adéquation par rapport à votre projet. Donc tout ça, c'est réellement du suivi que va faire le conseiller France Rénov' de manière entièrement gratuite, entièrement objective et entièrement indépendante. Et tout le long de ce parcours, vous pourrez demander à votre conseiller qui puisse vous apporter des précisions. Point important, et j'y reviendrai dessus plusieurs fois, c'est de se dire que lorsque vous attaquez un projet de rénovation, on va avoir différentes dynamiques qui sont à la fois la dynamique d'un aspect juridique, d'un aspect réglementaire, d'un aspect technique, mais aussi d'un aspect financier. Et le but, c'est justement de vous proposer sur une plateforme toutes les solutions qui vont être appropriées à votre projet et de pouvoir y répondre de manière personnalisée. Donc, c'est important parce que c'est souhaitable que vous puissiez engager une rénovation, mais de l'autre côté, si vous n'avez pas les astuces pour mettre en place le financement, ou si vous n'avez pas les conditions pour réaliser, sans rentrer dans les détails, certains aspects techniques, ouais, ça serait dommage de buter sur ces étapes de votre
de votre procédure. Ce qui va être important aussi, c'est, donc là vous le voyez sur la carte, c'est le numéro qui est adéquat avec l'accompagnement au niveau des projets. Et on commence directement sur tout ce qui va être sensibilisation. C'est un petit rappel que vous connaissez tous, mais c'est de se dire que globalement, toutes les lois que l'on voit aujourd'hui sont une accumulation juridique qui ont commencé avec un cycle que vous connaissez pour la plupart avec la première conférence sur le climat qui était en 79, une réalisation et une concrétisation avec les accords de Paris, la COP21 en 2015, et puis tout ce qui est en train d'être vu aujourd'hui avec l'accélération législative de différentes lois, réglementations, décrets, c'est de se dire que on a un objectif à 2050 qui est déjà entériné depuis maintenant plus de 10 ans, où l'objectif, c'est que tout le parc du logement français actuel, quelle que soit son étiquette actuelle, ait un objectif d'évolution à une rénovation ou à une étiquette qui soit à un niveau BBC. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui en F ou en G, l'objectif, ça va être de monter sur du A ou du B. Donc, on va voir que globalement, cette montée en gamme va se faire par étapes avec un côté réglementaire. Et c'est intéressant aussi de pouvoir l'analyser et de pouvoir le visualiser, surtout lorsque vous êtes dans le cadre d'une copropriété. Et surtout de pouvoir visualiser où c'est que vous en êtes au niveau de votre logement et comment le projeter au travers des différentes échéances. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que les appartements qui sont concernés, puisqu'il y a aussi le décret tertiaire qui est apparu il y a 2 ans. Vous avez aussi le décret de décence énergétique qui est apparu en 2021 et qui sera applicable au janvier 2023. On va y revenir tout à l'heure. Le rapport du GIEC que vous connaissez, le DPE opposable en juillet 2021, c'était l'année dernière. Et ensuite, la loi climat résilience qui était aussi l'année dernière. Donc, toutes ces évolutions-là, c'est aussi des arguments pour vous à prendre en compte parce que ça va échelonner complètement tout votre process au niveau de la rénovation énergétique. Quelques slides qui permettent aussi de se rendre compte un petit peu du parc du logement français, c'est de se dire que 26% des locataires du parc privé sont en précarité énergétique. Quand on parle de précarité énergétique, c'est j'utilise 10% de mes revenus du ménage pour pouvoir payer les factures dédiées à l'électricité. Donc, ça représente 1,5 million de ménages. On verra tout à l'heure quelles sont les statistiques sur le F et le G. Et globalement, en termes de sensation, en termes de confort, on est sur 15% des Français qui déclarent avoir froid chez eux et 45% des Français qui se disent inquiets des risques liés à la qualité de l'air de leur logement. Donc, le but est réellement de pouvoir en plus des indicateurs qui sont que le logement représente 17% des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on l'entend aux informations, vous le voyez sur vos factures, globalement, augmentation des factures, augmentation du prix de l'énergie. On est pour la première fois sur des schémas d'augmentation de température, on est sur la sobriété, sur la résilience, vous le voyez. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire évoluer mon bâtiment, mon bien immobilier, par rapport aux cycles climatiques qui peuvent avoir lieu. Ici, dès le départ, c'est de se poser cette question qui est assez simple, mais qui a besoin en fait d'avoir des précisions. C'est de se dire, aujourd'hui, on est sur du BBC, avec une vocation à du BBC à 2050. Mais la première question qui va être à se poser pour vous dans votre départ et dans votre démarrage de votre parcours, c'est tout simplement, c'est quelle est l'étiquette énergétique de votre logement. Alors, ce que je vous propose, c'est mettez juste un oui ou un non dans les commentaires, peu importe l'étiquette, mais c'est juste de se rendre compte si vous vous êtes posé la question, hop là, est-ce que lorsque vous avez signé chez le notaire, est-ce que vous vous rappelez de cette étiquette-là quand vous avez signé il y a 10 ans? Est-ce que quand vous avez loué le bien immobilier, vous vous rappelez de cette étiquette? Ou est-ce que vous êtes allé chercher depuis les 2 derniers mois quelle est l'étiquette de votre DPE? Ou est-ce que peut-être vous l'avez fait réaliser par rapport à ces questions-là? Pour l'instant, on a 4 réponses, 5 réponses, 5 non. Parfait. 10, 7. Alors, c'est du direct. Non, 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 non. Ah oui, quand même. OK, parfait. Très bien, très bien. Oui, DPE inférieur à 2021. On a 3 oui, 4 oui. Impeccable. Non, non, non. Merci pour vos réponses. Non encore. Donc, on va dire qu'on est quand même sur une majorité
deux petits oui supplémentaires. On est sur une majorité de non. Et effectivement, sur les statistiques, et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, c'est qu'on parle toujours de rénovation. Et en fait, sur les statistiques, on voit sur les sondages que 60% des Français ne connaissent pas leur étiquette au niveau de leur logement, qu'ils soient en résidence principale ou en locatif. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire, notamment, vous le voyez en haut à droite, qu'il y a 4% des personnes qui sont sondées qui pensent être en passoire énergétique, donc être en F ou en G. Et selon les statistiques qui ont été recensées de l'année dernière, on est sur 17% du parc du logement français qui est en F ou en G. Ce qui veut dire que d'une part, 60% ne connaissent pas le DPE, et donc on va dire que pour l'instant, c'est classique et normal. Mais de l'autre côté, quand je suis dans une passoire énergétique, je n'arrive pas à l'appréhender. C'est-à-dire que même si j'ai des factures qui sont impressionnantes, même si de l'autre côté, je n'ai pas la qualité, je n'ai pas le confort, de l'autre côté, je n'arrive pas à analyser que je suis dans une passoire énergétique. Donc, toute la question, c'est chaque fois de se projeter et de se dire comment est-ce que je peux parler de rénovation tandis que je n'arrive pas à appréhender qu'il y a un besoin d'évolution. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez par ailleurs qu'il y a 15% des sondés qui connaissent leur étiquette en A ou en B. Et donc, ça vous permet d'avoir une représentation du parc, du ressenti des Français. Ce qui va être intéressant ce soir, c'est de repartir sur le DPE et d'expliquer quelle est l'évolution du DPE. Ça sera assez rapide et quelles sont les évolutions. Comme ça vous permettra aussi de pouvoir analyser ces points-là. Donc, l'indicateur que vous avez au niveau de la maison individuelle ou au travers de l'appartement d'une copropriété, c'est forcément le DPE. Jusqu'à présent, il était informatif. Et puis, vous avez vu qu'il y a une certaine évolution. Donc, on voit ici l'évolution avec le DPE qui se veut depuis un peu plus fiable, même beaucoup plus fiable par rapport à la version ancienne qui était avant juillet 2021. Donc, tout l'intérêt pour vous, ça sera de traduire ces documents en fonction des indications qu'on va vous donner. Avant, de manière très rapide, on avait deux méthodes de calcul. On était sur la méthode dite la méthode 3CL qui était efficace puisque le diagnostiqueur allait directement à l'intérieur du bien immobilier et puis faisait son travail, son diagnostic. Et une deuxième méthode qui était un peu plus aléatoire avec la méthode dite sur facture où le diagnostiqueur demandait les factures de consommation et puis extrapoler en fait en fonction de la facture quelle était l'étiquette énergétique. On s'est rendu compte très rapidement que si le bien immobilier n'était pas habité depuis 1 an, si le même bien immobilier était occupé par 4 personnes, forcément, les résultats du DPE étaient complètement différents. Et donc, l'objectif était d'enlever cette méthode. Donc, désormais, depuis juillet 2021, les nouveaux DPE se font avec une méthode pragmatique, efficace à l'intérieur des murs. Et on ne parle plus de méthode dite sur facture qui était aléatoire. On le verra tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces mêmes DPE informatifs sont viables et légaux jusqu'à 2024. Donc, il faudra faire attention sur cette analyse-là. Disparition du DPE vierge sur cette nouvelle réforme, c'est de se dire que cela représentait 20%. Donc, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir une étiquette lors d'une acquisition, lors d'une cession ou lors d'une location. Plus important aussi, c'est de se dire que désormais, il y a 2 échelles, il y a des échelons qui sont différents, que vous voyez ici avec votre partie à gauche. L'échelon, par exemple, pour la classe A était de moins 50 kW en termes de consommation énergétique. Et sur le nouveau échelon, on va être de 1 à 70. Donc, ce qui va être intéressant, c'est réellement de pouvoir se projeter et de se dire, si j'ai fait un ancien DPE, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la nouvelle grille et les nouveaux montants. Important aussi, c'est de se dire que vous l'avez déjà vu sur les nouvelles formules. Vous avez le DPE, le premier résultat en évolution de performance énergétique qui est tout en haut, mais vous avez aussi un deuxième indice, une deuxième valeur qui est l'émission de gaz à effet de serre. On est sur ce qu'on appelle la double valeur avec la note qui est la plus basse des deux, qui est retenue sur l'ensemble du DPE. Donc, si par exemple, et ce sera le but chaque fois d'extrapoler et d'être très large dans les résultats, si je suis A dans le premier cas et en G dans le deuxième, ça voudra dire que le G sera retenu. Donc, c'est la note la plus défavorable des deux échelles qui sera retenue.
Vous voyez par ailleurs que vous avez le montant, le petit cochon, dans la partie en haut à droite, qui est le petit cochon qui va extrapoler. Et ça va être intéressant notamment pour évaluer les frais énergétiques de son ménage, où sur chaque poste, on va évaluer, on va projeter quelle va être la consommation. Donc là, vous voyez que par exemple sur du fuel, j'imagine qu'on va être entre 1740 et 2370. On va évaluer aussi l'éclairage, les auxiliaires, ce qui veut dire que quand j'achète un bien, ça va être intéressant de pouvoir, justement comme là, évaluer en fonction de l'étiquette quel est le montant d'acquisition et surtout quels vont être les montants des charges trimestrielles que vous connaissez déjà dès à présent et en même temps le coût énergétique à l'année et de manière à pouvoir évaluer quel est votre budget par rapport à cet appartement. Très simple, pensez à couper vos micros en même temps. De la même manière, ce qui va être important aussi, c'est, vous le voyez, le fait que sur les nouveaux DPE qui ont été faits après juin-juillet 2021, il y a une catégorie juridique qui est attribuée directement à ce DPE puisqu'il devient opposable, c'est-à-dire qu'il prend une valeur juridique et en fonction des cotations qui seront données par les professionnels, vous aurez un petit peu comme la loi Carrez, la possibilité, puisque la loi Carrez énonce que s'il y a un écart de 5% sur le métrage de l'appartement, vous avez la possibilité soit de résilier, soit de demander des dommages à intérêts. Il y a une projection à ce que cette valeur soit aussi incluse et que si on achète par exemple du A, ce n'est pas pour qu'on se retrouve avec du F. Donc j'exagère tout le temps en termes de valeur, mais c'est pour que ça soit d'autant plus limpide pour vous. Donc il y a une valeur juridique qui est accordée au DPE, qui est opposable par tous les professionnels et en même temps une valeur financière, on va le voir tout à l'heure, puisque si je suis avec un bien qui est en F ou en G, ben, je n'aurai pas la même valeur financière que si je suis en A. On va le voir tout à l'heure, puisque comme j'ai mis des équipements et j'ai fait des travaux, forcément, il y a un investissement qui est réalisé. De la même manière, vous voyez que les diagnostics, il y a des échelons au niveau de la validité de ces anciens DPE qui ont été faits informatifs et que jusqu'à ceux qui ont été réalisés de 2018 à 2021 seront valables jusqu'à décembre 2024 pour les plus tard. N'hésitez pas à couper vos micros. Et ce qui va être intéressant aussi, en guise de conclusion, c'est de se dire qu'il faut absolument que vous ayez donc une analyse fine et de pouvoir accorder de l'importance sur les DPE qui sont vierges à ce jour, puisque c'est un peu un Kinder Surprise, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. On n'arrive pas à le traduire sur la nouvelle échelle et en même temps sur le F et le G. Petite information complémentaire aussi, c'est de se dire que, j'ai oublié de vous l'indiquer, on est sur une nouvelle valeur qui est introduite à l'intérieur du DPE, c'est de tenir compte de la source d'énergie qui est utilisée à l'intérieur de l'appartement. Et c'est donc, si par exemple on est sur du fuel, c'est considéré comme une source d'énergie polluante et donc ça sera dévalorisé ou dégradé en termes de notes par rapport à la note finale. Donc tout ça, c'est à intégrer et ça va vous permettre de se projeter en fait sur les évolutions. En termes d'évolution juridique, vous en avez entendu forcément parler et on va parler de critères de décence. On va être sur des critères de décence que vous connaissez jusqu'à présent pour les bailleurs qui étaient en location, avec une surface habitable qui était normative, avec du 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond, une luminosité, des espaces, etc. Et depuis, et donc ça va rentrer en ligne de compte à partir du 1er janvier prochain, donc vous voyez les échéances sont courtes, c'est de se dire que la décence énergétique est une norme qui va apparaître et pour tout logement qui est supérieur, avec une consommation supérieure à 450 kW par an par mètre carré d'énergie finale, à ce moment-là, on considérera que c'est un logement indécent. Donc, c'est ce qui va correspondre, pour être plus visuel, à la petite catégorie du G, c'est-à-dire pas la totalité du G, mais une infime partie, et on évalue à peu près à 200 000 logements au national. Donc, c'est intéressant pour vous aussi de se projeter en se disant le critère de décence ou d'indécence énergétique va permettre de rentrer en ligne de compte à partir du 1er janvier prochain. Et donc, ça va être un premier pas pour éradiquer les passoires énergétiques. Ici, c'est de se dire, vous l'avez vu, en 2022, depuis 2022, plus de possibilité d'augmenter, c'est une manière rapide de le dire, plus de possibilité d'augmenter les loyers sur les passoires énergétiques.
2023, vous en avez entendu parler, c'est de s'indiquer qu'on va être sur, en avril 2023, l'obligation de réaliser un audit énergétique en plus du DPE lors d'une vente d'un bien immobilier. 2023, on vient de le voir, c'est le décret de décence énergétique. Et puis, l'impossibilité de louer un bien en 2028 lorsque l'on est en F et en G. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer que cela monte crescendo. Et vous allez le voir sur cette slide qui résume à peu près quelles sont les étapes et quelles sont les chronologies, et de positionner votre appartement en fonction en fonction des étiquettes que vous avez dès à présent. Donc, n'hésitez pas à faire le translate entre un ancien DPE, si vous avez un DPE vierge ou pas. Vous voyez 2021, la totalité des étiquettes. 2023, on en a parlé, d'essence énergétique, on éradique la petite partie du G. 2025, c'est le G qui disparaît. 2028, le F et le G seront interdits à la location. 2034, c'est E, F, G qui sont déjà inscrits à l'intérieur des textes. Et on l'a vu tout à l'heure, l'objectif à 2050, c'est que tous les logements soient avec une norme en AB, soit du BBC. En haut à droite, vous allez voir aussi une nouvelle norme, et c'est intéressant de le voir en termes de comparaison, on parle de F et de G, mais c'est de se dire que déjà, en dehors de cette échelle de A à G, vous avez aussi la nouvelle norme qui va être plus particulièrement pour les constructions neuves, qui est la RE 2020, qui va s'appliquer pour tout ce qui est logement neuf, pour tous les nouveaux permis de construire. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir à la fois un bien immobilier en construction qui va être résilient, qui va être Olivier, qui va être, d'un point de vue thermique, qui va être performant au niveau énergétique et performant aussi en termes d'énergie grise, donc en termes de matériaux qui ont été utilisés pour le construire, ce qui n'est pas forcément pris en compte dans le DPE aujourd'hui, mais qui est pris en compte dans les constructions. Parfait. Et qui, en plus, devra produire plus d'énergie que celle qui est consommée directement par l'appartement. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une nouvelle norme qui est au-dessus pour tous ces nouveaux permis. Et puis, l'objectif, c'est de comprendre toute cette compréhension. Lorsqu'on parle de rénovation énergétique, mais je laisserai Olivier revenir là-dessus, c'est de se poser la question aussi, ce sera le conseiller de France Rénov de vous aider là-dessus, c'est effectivement de regarder quelle est la possibilité. Vous êtes en train d'acquérir ou de faire des travaux. C'est de se poser la question, est-ce que je fais tous les travaux, tous les postes en même temps? Et là, vous voyez effectivement, on y reviendra dessus avec Olivier tout à l'heure sur le point de vue technique, qu'il y a une différence si je fais tout de manière échelonnée, une fois tous les 2 ans par exemple, ou si je fais tout en même temps. Mêmes artisans, même qualité de travaux, tous les postes en sont réalisés, mais la seule différence, c'est de l'échelonner. Et puis, on verra aussi qu'il y a une incidence sur le financement, mais je passe rapidement, ce sera Olivier qui reviendra là-dessus. Mais n'hésitez pas à en parler avec votre conseiller France Rénov qui sera sur votre projet. On a parlé de l'appartement avec la notion et l'indicateur du DPE. On voit l'évolution du DPE et de la maison individuelle. Et l'intérêt aussi, c'est de voir au niveau de la totalité du bâtiment, comment est-ce que vous pouvez avoir un indicateur, quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de dire il va falloir que je rénove, il va falloir que je pense effectivement, en plus de mes factures qui commencent à monter, de me dire j'ai de l'inconfort, j'ai du froid, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ici, le but, c'est de passer très rapidement et vous aurez des spécialistes sur le service copropriété des 2 structures qui pourront vous orienter au fur et à mesure. C'est de se dire qu'il y a des DTG. Il va y avoir bientôt, on va le voir de suite, des obligations de réaliser des PPT au niveau des copropriétés, des plans pluriannuels de travaux. Carnet d'entretien de l'immeuble est déjà en visu. Et ici, par exemple, c'est un excellent sujet pour se dire, sur une maison des années 70 ou sur une copro des années 70, vous avez en haut à gauche, sans qu'il y ait eu de travaux sur cette copropriété, un indice au niveau de la consommation. On est à 285 kW du mètre carré par an. Et en bas à droite, sur une maison, sur une copropriété des années 30, pardon, on est par exemple avec une comparaison à 230 kW. Pourquoi? Parce que les murs sont beaucoup plus épais, tandis que ce n'est pas le cas sur la maison des années 70, où on était sur de l'isolation très faible, on va dire feuille papier, et avec une consommation de l'énergie qui à l'époque était peu chère. Donc, ce qui peut expliquer en fait que les matériaux utilisés sont complètement
différentes. Merci Olivier. Et ensuite, de la même manière, vous voyez les évolutions sur les autres slides, avec notamment en bas à gauche une maison des années 90 et en haut à droite une maison récente avec de la RT 2012, donc d'autant plus récente. Vous voyez que l'objectif avec du 40, si l'on prend les deux extrêmes, c'est-à-dire en haut à gauche et en haut à droite, l'objectif c'est de passer de 285 à 40. Et c'est un peu l'ambition quand vous êtes sur une passion énergétique, quelque part, c'est encore du symbole, mais ça pourra permettre de visualiser qu'il faut passer de 285 à 40. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps, comme ça Olivier peut y répondre. On va attirer, il va y avoir un parcours de rénovation au travers de la copropriété. Et n'hésitez pas à contacter, on vous laissera les numéros de téléphone tout à l'heure. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire qu'effectivement, il y a ces deux dynamiques. On va le voir ici sur les PPT et sur l'utilisation. On retrouve à peu près le même calendrier. Pour les copropriétés, en 2023, il y a une obligation à 2023 d'avoir réalisé un PPT sur les grandes copropriétés à plus de 200 lots. Sur les moyennes copropriétés, c'est 2024 et 2025 pour les petites copropriétés de moins de 51 lots. Ce qui va être intéressant sur ce slide-là, c'est de voir que vous allez avoir à 2028 l'interdiction de louer du F et du G. Et 2025, si vous regardez, il y a une correspondance, c'est-à-dire que par rapport à mon DPE ou même par rapport à mon PPT à l'intérieur de la copropriété, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, j'aurai été informé d'effectivement des informations, des travaux qui devront être faits sur ma copropriété ou sur ma maison, sur mon appartement, de manière à ce que je puisse me projeter. On a justement ce qu'on appelle un duo réno. Ça va être important pour vous dans le cadre de la copropriété. C'est j'ai un appartement, donc je vais pouvoir trouver des solutions dans le cadre de l'appartement, sortir du F et du G. Mais ce qui va être intéressant, c'est de fonctionner et de se dire qu'il va y avoir deux temps. Une fois sur un temps court avec le cadre de l'appartement, mais aussi sur un temps long qui va être dans le cadre de la copropriété. Les deux peuvent se cumuler, mais il faut faire attention justement à ce que les deux soient cohérents et que l'un ne superpose pas par rapport à l'autre. Donc ça aussi, votre conseiller France Rénov fera une étude et ça sera un sujet aussi de pouvoir évaluer chaque fois toujours quel est le montant des travaux, quelles sont les solutions techniques, quel est le budget, quels sont les artisans utilisés et les aides financières. Sur l'appartement, ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'on est sur un temps court, que les aides financières sont conditionnées aux revenus du ménage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être important à appréhender, et que de l'autre côté, dans le cadre d'une copropriété, il ne faut pas que ça empêche d'atteindre le seuil critique de la rénovation d'une rénovation de copropriété. C'est ce que l'on voit sur la partie de droite, où la rénovation d'une copropriété va prendre un temps long, le temps de faire les différentes étapes. Ce sera peut-être le sujet d'une autre visio, webinaire. Les étapes sont sur un temps long entre les processus d'inventaire de la situation, les process justement de collaboration à trouver une solution au travers des différents copropriétaires, et ensuite la mise en pratique au travers du financement et la réalisation des travaux. On est à peu près sur un temps long de 2 à 3 ans, voire 4 ans. Donc c'est intéressant aussi de se poser cette question, comment est-ce que je fais par rapport à mon appartement, mais aussi d'aller chercher une réponse au niveau et dans le cadre de la copropriété, sachant, et c'est ce qu'on a indiqué, sur une copropriété, c'est plus rentable, plus efficace d'un point de vue technique, et il y aura aussi des aides financières qui ne seront pas conditionnées au niveau des ressources du ménage. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de fenêtres, dans certains cas, il va être plus intéressant d'agir au niveau de la copropriété. C'est l'intérêt aussi, justement, de pouvoir en parler aux conseillers France Rénov et de pouvoir, justement, faire ce dispatch à la fois sur la copro et à l'échelle de l'appartement. Et enfin, un autre axe que je voulais vous proposer ce soir, c'est de se dire oui, mais je veux investir de l'argent. Ce qui va être important, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait une efficacité pour qu'il y ait une rentabilité de l'argent qui va être consommé ou dépensé ou introduit à l'intérieur des travaux. Mais il faut aussi qu'il y ait un regard dans le sens de l'augmentation de l'étiquette énergétique. Et on trouve une étude qui est viable depuis 5 ans, une étude qui est faite par les notaires, qui compare notamment sur le même secteur, même superficie d'appartement, qui va comparer la valeur des transactions constatées l'année précédente entre la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur vendue, et en même temps l'étiquette énergétique.
Donc, on voit qu'il y a une correspondance et ce qui va être intéressant, c'est notamment sur les maisons anciennes, on voit que le marché est plus dynamique avec un plus 9% lorsqu'on a fait une réno et qu'on atteint du A et du B. Et par contre, on va avoir une décote de moins 8% sur le marché, donc un gap de 20% dans l'ensemble, par rapport à des étiquettes qui vont être en F ou en G. Donc déjà, dès à présent, en termes de valorisation, en termes de valeur vénale, on a compris que de notre côté, en 2028, on n'aura plus la possibilité de louer des biens. En 2023, déjà, on amorce cette montée en gamme, mais c'est aussi de se dire que lorsque je vais avoir envie de vendre, le fait d'avoir réalisé des travaux, ça me fait faire des économies tous les mois au niveau de mes factures énergétiques, mais de l'autre côté, ça va valoriser le bien et en termes de transmission de patrimoine, ça va être intéressant de pouvoir se projeter de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas avant de contacter votre conseiller France Rénov, de effectivement utiliser les bons outils, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'il en est de mon DPE et comment est-ce que je vais me projeter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont les échéances? Et de notre côté, toutes ces informations, ça va être le conseiller qui va pouvoir vous épauler, donner lui un axe, et lui va pouvoir, de notre côté, correspondre. Donc, n'hésitez pas à préparer tout ça. Vous voyez que sur les appartements anciens, on est sur un moins 11% sur la région PACA en termes de valeur vénale. On parlera très rapidement, mais comme ça, vous les avez en tête, de toutes les aides qu'il peut y avoir, MaPrimeRénov', les aides de l'ANA, MaPrimeRénov' Sérénité, la TVA 5.5, MaPrimeRénov' copropriété, les C2E, les primes bonus, les éco-PTZ, le prêt avance mutation. Tout ça, effectivement, sera intégré en fonction de votre projet. N'hésitez pas à appeler le 04 88 60 21 06 au niveau de la structure, des deux structures, du CPIE de la MEC et de la MEC Marseille. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a des solutions et des dispositifs qui sont mis en œuvre. Là, je vous en montre 3, mais qui sont extrêmement intéressants. L'éco-PTZ, toutes les banques aujourd'hui délivrent de l'éco-PTZ. N'hésitez pas à demander. On est sur des travaux de rénovation jusqu'à un montant de 50 000 euros utilisés pour faire ces travaux-là à un prêt à taux zéro qui est financé par l'État et que votre banque sera agréablement joyeuse de pouvoir monter en collaboration d'un conseiller France Rénov qui vous aidera à monter justement les devis pour comprendre ce qui est envisageable à financer sur un éco-PTZ. Dans un deuxième temps, le pas pré-avance rénovation, mais je vais rapidement échapper là-dessus, c'est le prêt hypothécaire qui est mis en place par 2 banques à ce jour, sur lequel vous financez des travaux, le montant de ces travaux jusqu'à un montant de 20 000 euros est directement remboursé et mis en hypothèque par rapport il sera remboursé au moment de la vente ou de la succession du bien immobilier. Donc, dans certains cas, ça peut être une solution. Et vous avez un autre dispositif, Locavantage, qui sera aussi un autre sujet, je pense, qui va vous permettre d'avoir de la réduction au niveau des impôts sur le revenu, au niveau Locavantage. Il se passe beaucoup de choses sur les écrans, je m'en excuse. Et ça sera un dispositif qui va être intéressant, notamment en termes de déduction au niveau des impôts. On en reparlera plus tard. Et je laisse la parole joyeusement à Olivier qui va attaquer sur la partie technique. N'hésitez pas à poser vos questions et de manière à ce que je puisse y répondre en parallèle. Et Olivier, si tu veux prendre la main. Ouais, merci. Alors, il y a déjà eu une question tout à l'heure et on va essayer d'y répondre dans cette partie-là un petit peu. J'ai effectué comment se font les diagnostics, comment ça se fait qu'il y a 2 diagnostiqueurs qui n'arrivent pas forcément à la même note. Alors justement, comment se font les diagnostics aujourd'hui? On a vu qu'il n'y avait plus les diagnostics sur facture. Donc maintenant, c'est que des diagnostics avec la méthode qu'on appelle 3CL, TPE. Donc comment on fait en fait? Première chose, on définit ce qu'on appelle le besoin de chauffage d'un logement. Donc le besoin de chauffage, comment on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? On mesure les différentes surfaces du logement. On estime, ou en tout cas, on essaie de définir le mieux possible la nature des matériaux, la nature surtout des isolants thermiques qui sont utilisés. On a aussi, selon la localisation, on a des climats plus ou moins rigoureux, donc forcément, on ne va pas avoir le même besoin de chauffage. Et voilà, tous ces éléments-là,
on les caractérise de manière la plus précise possible. C'est ce que vous voyez dans le tableau à droite là. Donc, on définit par exemple épaisseur d'isolant, 30 cm. On voit qu'il a été observé ou mesuré. Voilà, donc on définit tout ça. Et après, le logiciel nous dit bah, ce bâtiment-là, ce logement-là qui est situé à Aix, à Marseille, etc., ou à Paris, etc. Dans ce climat-là, il a besoin pour maintenir une température de 19 degrés, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est la température qui est définie dans le DPE. Pour maintenir une température de 19 degrés, on a besoin de tant de chaleur à produire. Donc ça, on définit le besoin de chauffage, c'est défini avec le DPE. Ensuite, grâce à ce besoin de chauffage, on peut calculer, on essaie de définir la consommation, qui sont deux choses différentes. La consommation, ça va dépendre du système de chauffage qu'on va utiliser. On peut bien comprendre que si on utilise une cheminée à foyer ouvert ou une pompe à chaleur, on ne va pas avoir la même consommation d'énergie. Pourtant, on va avoir le même besoin, mais comme il y a un système qui est plus performant qu'un autre, on va consommer plus pour produire la même quantité de chaleur, on va consommer plus avec un système qu'avec un autre. Donc là, on va définir la consommation en fonction du système de chauffage, en fonction des différents rendements qu'on va avoir, etc. Et puis ensuite, cette consommation de chauffage, on va la diviser par la surface du logement. Et là, on va avoir les fameux kilowattheures par mètre carré par an qui va nous donner la note, donc entre 0 et 70, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un peu le principe du diagnostic et on va dire des étapes qui sont faites par le logiciel. L'étiquette gaz à effet de serre qui a été évoquée tout à l'heure, elle, par contre, elle dépend, comme ça a été dit, principalement du type de chauffage, du type de système, de combustible, on va dire, utilisé. Si on va utiliser du bois ou si on va utiliser du fioul ou du gaz, ça ne va pas du tout être la même. Pas du tout être la même. Dans les DPE, on parle toujours d'énergie primaire. Oui, c'est une question de M. Vernillon. On parle en énergie primaire. La différence, justement, je crois que je l'aborde dans la slide d'après. Si tu veux bien passer, Régis. Juste avant. Voilà. Donc, effectivement, l'énergie primaire et l'énergie finale. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'électricité, il y a un malus, il y a un coefficient de malus qui est égal à 2,3 aujourd'hui. Qui correspond aux pertes qui sont engendrées par les différents transports, les différentes transformations pour produire de l'électricité dans notre pays. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un même logement isolé de la même manière au même endroit, selon s'il est chauffé avec de l'électrique type convecteur ou du gaz, du fuel, du bois, etc., il va avoir une moins bonne note en étant chauffé à l'électrique qu'en étant chauffé avec un autre système, quel qu'il soit. Ça, il faut le savoir et c'est un point aussi important à noter, notamment si on veut éventuellement sortir des étiquettes FOG, c'est un des moyens, c'est de changer le mode de chauffage, c'est un des moyens. Donc là, c'est les hypothèses qui sont prises en compte, qui sont assez importantes à connaître, enfin pas forcément importantes, mais en tout cas qui sont intéressantes pour après essayer de réfléchir comment on peut changer. Donc la température de consigne, ce que j'ai dit, c'est une température conventionnelle de 19 degrés. Et dans ces 19 degrés, on compte aussi forcément les apports des occupants, les apports des équipements ménagers, le four, etc. Et des apports extérieurs, des apports solaires, des apports de chaleur. Il y a 8 zones climatiques différentes dans les TPE. Donc nous, on est dans la zone la plus favorable, la zone H3 pour les Bouches-du-Rhône. Il est considéré des scénarios d'occupation, donc au niveau des occupants, puisqu'en fait, le principe du DPE, c'est d'avoir une méthode normalisée, c'est-à-dire qu'on puisse comparer un bâtiment, quel que soit le mode d'occupation, quel que soit le nombre d'occupants, quel que soit, voilà. Donc le présence qui est défini, c'est 16 heures par jour et 24 heures par jour en semaine, et c'est 24 heures par jour le week-end. Donc ça, c'est une convention. Ce qui est aussi intéressant, c'est pour l'eau chaude. L'eau chaude, en fait, c'est pas en fonction du nombre de personnes, parce que sinon, pareil, ça induirait un biais, hein, parce que si le logement il est à une personne et puis après 4 personnes, on n'aurait pas la même consommation, pourtant c'est le même logement, donc il doit être à la même note normalement. Donc en fait, c'est par rapport à la surface. Par rapport à la surface du logement, on va définir un nombre moyen d'occupants, qui n'est pas forcément le nombre réel, mais qui est un nombre en fonction de la surface. Et en fonction de ce nombre moyen, on va le multiplier par 56 pour avoir le nombre de litres d'eau par jour et par occupant théorique du logement. Et c'est avec ça qu'on définit la consommation d'eau chaude. Et aussi, il n'y a pas de prise en compte du vieillissement des matériaux. Donc, ça veut dire que voilà, une personne diagnostiqueur qui va mettre une laine de verre, une laine de roche de 30 cm en toiture, si elle a 30 ans ou si elle est neuve, alors sa caractéristique va être un peu différente. Par contre, si on met le même isolant, on va dire, s'il date d'il y a 30 ans ou s'il date de maintenant, il ne va pas y avoir de prise en compte de dégradation de la performance.
Ok, donc ça on peut passer. Donc là après effectivement c'est les différents postes sur lesquels on peut agir euh, pour, euh, pour la partie besoin et pour la partie consommation. Donc sur le besoin ben, ça va être le 1, 2, 3, 4. Donc ça va être tout ce qui est les parois, le sol, les murs, la toiture et les menuiseries pour mettre un manteau, on va dire, sur le bâtiment et éviter qu'il y ait des transferts de chaleur. Donc ben, ça se traduit par un besoin de chauffage moins important. Et puis après, le 6, ça va jouer sur la consommation, elle. Une fois qu'on a réduit au maximum le besoin, ben, sur la consommation, on va pouvoir avoir des équipements performants qui vont permettre de réduire la consommation. Euh, donc, sur l'isolation, donc là, c'est un schéma souvent que vous avez peut-être sûrement déjà vu, mais qui est assez parlant. Ça, c'est sur une maison qui est non isolée. J'insiste parce que parfois, on sort un peu ce schéma à tort et à travers. Ça, c'est sur une maison qui est vraiment pas isolée. Les déperditions principales, en général, c'est par la toiture et par les murs, parce que les surfaces sont plus importantes en règle générale, et parce que l'air chaud a tendance à monter, et donc la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur en partie de la toiture est plus importante qu'au niveau du plancher. Après, ce schéma, il n'est pas forcément adapté à toutes les situations. Forcément, lorsqu'il y a des appartements, lorsqu'on est mitoyen, on a des parois vitrées beaucoup plus importantes, etc., etc. Ça, c'est pas du tout adapté, mais déjà, c'est une théorie. Et on voit aussi les Ouais, postes potentiels. On voit aussi, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, en sur bas à Zoom. gauche, désactiver le son. Merci, parce que sinon, ça parasite un peu le discours. Donc là, on voit les postes potentiels où on peut agir. Euh, Comment on peut après isoler? Ben, là, c'est une illustration. Moi, si tu veux bien passer sur celle-là. Donc là, c'est une illustration. Donc c'est avec là, une caméra thermique. On peut voir, voilà, là, c'est une illustration de pont thermique, ce qu'on appelle des ponts thermiques, c'est-à-dire la chaleur qui traverse plus, en tout cas, il y a plus de transfert de chaleur au niveau des dalles de plancher et des murs de refend, parce que ben, comme ils sont moins isolés, on voit vraiment, on visualise quelque chose que l'on ne visualise pas d'habitude à l'œil nu, c'est-à-dire la chaleur qui vraiment traverse le matériau par conduction. Et donc, ouais, tout ça, c'est de la chaleur que l'on consomme à l'intérieur du logement, mais qui est évacuée à l'extérieur, qui va chauffer les petits oiseaux, comme on dit, et donc, bah, c'est pas forcément très pertinent. Les manières d'isoler, après, bon, le but, c'est pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de techniques différentes qui sont pas forcément adaptées à toutes les situations, mais c'est avec des isolants thermiques. Il en existe différentes familles, des matériaux biosourcés, des matériaux synthétiques ou pas. Tous ont des avantages et des inconvénients et je vous invite à nous contacter si vous voulez avoir plus de détails sur les différentes familles d'isolants et les différentes possibilités. Tac, le chauffage. Alors là, sur le chauffage, on a les différentes options qui s'offrent à vous. Déjà, sur le chauffage, on parle de deux options différentes. On parle des systèmes avec un chauffage central, donc c'est-à-dire un système de production centralisée et une diffusion de la chaleur. C'est souvent des chaudières, des pompes à chaleur, un réseau de chauffage urbain ou un réseau une chaufferie pour les copropriétés et après un réseau collectif de chauffage. Et après, on a des systèmes décentralisés, pardon, qui, eux, vont chauffer ponctuellement une pièce, donc par exemple des radiateurs électriques par rapport, par exemple, à un poêle à bois ou un insert, etc. Donc ça, c'est deux options différentes. Et puis après, pour chaque catégorie, on a des solutions plus ou moins performantes au niveau environnemental, avec des combustibles fossiles euh, qui vont avoir un malus au niveau de la note des gaz à effet de serre, et puis des équipements que l'on retrouve en vert qui vont avoir une note au niveau des émissions de gaz à effet de serre bonne, voire très bonne, et qui vont donc avoir une note beaucoup plus performante. Donc là, par exemple, si on est en G à cause d'un équipement par exemple au fuel, en changeant de combustible, en passant avec une pompe à chaleur ou en passant par un autre système, on va augmenter la note d'émission de gaz à effet de serre. Et si c'est elle qui nous pénalisait, on va forcément de facto augmenter la note générale de notre diagnostic de performance énergétique. Alors justement, ça va répondre Enfin, ça répond plus ou moins, mais je vais répondre à la question du vicomte sur la différence entre le grille-pain, les radiants et fluides. C'est la question de rendement. En fait, au niveau du chauffage, il y a quatre rendements qui sont pris en compte.
il y a le rendement de génération, c'est-à-dire le rendement du système de chauffage, donc c'est ce qu'on voit ici. Et après, il y a des rendements d'émission, c'est-à-dire en fonction de l'émetteur qui est parfois le générateur. Mais donc là, en l'occurrence, pour le générateur à effet de joule, ce qu'on voit, c'est la même chose. Donc c'est il y a des rendements d'émission, des rendements de distribution aussi. Donc si on a des réseaux isolés ou pas isolés, si c'est des réseaux aéroliques ou hydrauliques, ou voilà. Et il y a des rendements aussi de régulation, selon si on a des robinets thermostatiques ou pas, selon si, etc. On va avoir une pénalité, on va dire, ou en tout cas, on va avoir un coefficient qui va s'appliquer. Là, sur le rendement de génération, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que si on prend un exemple, si on regarde générateur à effet joule direct, donc ça, en fait, c'est des radiateurs électriques, hein, si on résume, générateur à effet joule direct. Au niveau de la génération, on est à 1, puisqu'on considère qu'au niveau de la génération, il n'y a pas de perte spécifique. Si on transforme ça avec on ne sait pas que c'est pompe à chaleur RR, donc si on transforme ça avec une pompe à chaleur RR récente, on voit qu'on passe de 1 à 3,3. Donc là, comment ça se traduit? Ça veut dire qu'en fait, on divise dans le DPE, en tout cas, pas forcément sur nos factures réelles, mais dans le DPE, on divise par 3,3 les consommations de chauffage. En tout cas, le rendement est divisé par 3,3, donc au final, une bonne partie de la consommation est divisée par 3,3. Donc déjà, on voit un levier pour augmenter sa consommation, c'est de changer de système de chauffage. On voit que d'autres systèmes sont aussi performants, pompe à chaleur, RO, RR, et d'autres le sont un peu moins, type les poêles à granulés, les poêles à bois, etc., ont un rendement de génération plus faible. Donc, ça va beaucoup moins influer sur la partie étiquette énergie. Par contre, ça va peut-être plus influer sur la partie gaz à effet de serre, mais en général, c'est quand même le problème. Enfin, en tout cas, nous, on se concentre plus sur la partie énergie et les gaz à effet de serre, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus complexe à définir. Sur la partie donc, radiateur électrique, grille-pain, radiant, fluide, etc., il y a une différence. Nous, on l'a étudié, on l'a regardé il n'y a pas longtemps. Il y a une différence d'à peu près 2% sur le rendement entre un convecteur et un radiateur rayonnant, inertie fluide ou inertie sèche. Donc, il y a à peu près voilà, 2% d'écart sur la consommation de chauffage DPE, ce qui n'est pas énorme, mais voilà, qui traduit un petit peu un meilleur rendement, une meilleure diffusion, donc un meilleur rendement. Voilà. Alors ça, l'Argus de l'énergie, c'est quelque chose qui est fait depuis pas mal de temps par l'AGENA, qui est une association qui fait un peu la même chose que nous au niveau plus dans le nord de la France. Donc ça, après, c'est assez volatile, comme vous le savez, actuellement, c'est un peu compliqué de définir des valeurs fixes, mais voilà, ils essayent de retranscrire un peu le prix actuel des énergies. Donc là, comme vous avez peut-être suivi, il y a eu pas mal d'augmentation par rapport aux granulés de bois, par rapport aussi au fuel, au gaz, voilà. Donc là, on est à peu près sur ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les énergies renouvelables, alors peut-être le granulé de bois, mettre un peu à part, mais reste quand même les solutions les moins chères. Donc soleil, qui n'envoie pas de facture, toujours pas, hein. Le bois, la pompe à chaleur, qui est semi-renouvelable, mais donc voilà, c'est des énergies peu chères par rapport aux énergies fossiles qui, ben, voilà, on le voit, hein, tout ce qui est gaz, fuel, propane, pétrole, etc., sont des énergies qui restent assez chères. L'électricité, donc c'est un peu particulier, qui n'est pas vraiment une énergie, mais plus un vecteur énergétique. Voilà. Sur la partie énergie renouvelable. Alors, on l'a vu, on a un besoin de chauffage, on a après la consommation. Un des moyens aussi de réduire sa consommation, ou plutôt de compenser sa consommation, c'est, et tout à l'heure Régis l'a évoqué, c'est de produire aussi une énergie qui peut venir compenser ce qu'on consomme. Et c'est pris en compte dans le DPE, notamment, enfin en tout cas, la partie photovoltaïque est prise en compte dans le DPE par, du coup, ce qui va venir sur la slide d'après, qui est, en fait, c'est la partie autoconsommation. En fait, on considère l'autoconsommation, la part autoconsommée qui va venir en déduction de ce qu'on va consommer. Donc, typiquement, si on a, je sais pas, 50% d'autoconsommation, et ben ces 50%-là qui vont servir à réduire la facture, ils vont être pris en compte dans le DPE et ça va augmenter la note du DPE si on installe les panneaux photovoltaïques. Alors après, même si on n'est pas en autoconsommation, c'est-à-dire même si on vend la totalité de sa production, il y a quand même un ratio qui est pris en compte et il y a une partie de la surface des panneaux qui est pris en compte comme étant de d'autoconsommation. Et donc, ça va quand même influer sur l'étiquette énergie du logement.
Par contre, juste revenir, ce qui est noté en bas, c'est que la partie éolienne ou cogénération, qui est aussi une énergie renouvelable, doit être mentionnée dans le DPE, mais n'est pas pris en compte dans le calcul et ne va pas améliorer l'étiquette énergie aujourd'hui. Voilà. Alors après, j'ai fait ça tout à l'heure, enfin, il y a quelques jours, sur un exemple de rénovation énergétique. Donc, j'ai créé un logement, un appartement dans une propriété au dernier étage. J'ai mis, on va dire, un peu les pires variables. Donc, chauffage convecteur électrique, pas isolé au niveau des combles, des menuiseries simple vitrage, euh, voilà, en gros, des murs non isolés. Donc là, voilà, on est en F sur l'étiquette énergie qui est calculée. Donc voilà, en sachant qu'il y a quand même un logement qui est en dessous qui chauffe. Donc c'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi on n'est pas en G. Parce qu'il y a quand même, comme c'est un appartement avec un logement en dessous, il y a toute une partie qui n'est pas déperditive. Et après, j'ai fait des scénarios de travaux pour un peu voir, selon ce qu'on changeait, quel gain on pouvait avoir et pour avoir des ordres de grandeur. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai modifié, donc j'ai isolé les combles, j'ai remplacé les menuiseries et j'ai changé le système de ventilation. Donc on voit à gauche les interventions. Donc là, on passe en D. Donc c'est-à-dire qu'on fait un gain de 2 étiquettes. Avant, on était à 417 kWh par mètre carré par an. Et là, maintenant, on est à 249. On a divisé à peu près par 2, un peu moins, la consommation énergétique. Au niveau des gaz à effet de serre, je n'ai pas noté à combien on était avant, mais on a aussi dû améliorer un petit peu. On était en C, voilà, on est en B. Donc là, voilà, sur un appartement, en isolant une toiture qui n'était pas du tout isolée, un remplacement des fenêtres et en mettant une ventilation mécanique, parce que souvent ça va de pair avec le remplacement des fenêtres pour éviter les problèmes de condensation et autres, on a gagné 2 étiquettes énergie. Oui, on aura les slides qui comptent. Enfin, vous aurez les slides dans un mail qu'on vous transmettra plus tard. Donc voilà. Après, ensuite, pour aller plus loin, je fais la même chose, mais je rajoute, si tu veux bien passer à la slide, il me semble que c'est l'isolation des murs par l'extérieur. Parce que, voilà, comme l'a dit tout à l'heure, sur un appartement, on peut faire des choses. On va dire la première étape, c'est ce qu'on peut faire au niveau individuel, ce que la personne pouvait faire au niveau individuel, si jamais les combles sont des parties plus hâtives, etc. Mais après, souvent, si on veut aller plus loin, il faut passer au niveau collectif. Il faut passer sur une rénovation plus globale avec la vie, l'accord et la participation des autres propriétaires. Donc là, en rajoutant l'isolation des murs par l'extérieur, on passe encore une catégorie, on arrive en C. Donc on divise encore par quasiment 2 la consommation énergétique, on passe en C à 144 kWh par mètre carré par an et en étiquette A. Et ensuite, si on veut vraiment aller encore plus loin, on rajoute, on change de système de chauffage. Et là, j'ai mis le plus simple, on va dire, même si ce n'est pas forcément ce qu'on recommande le plus, mais le plus simple, les pompes à chaleur RR en remplacement des convecteurs, qui va nous faire passer en C, qui va faire gagner encore une cinquantaine de kilowattheures. Et voilà. Et là, en gros, on est sur une rénovation vraiment globale. Alors après, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, et ça dépend, chaque cas est différent, et c'est pour ça qu'il faut un peu nous consulter et voir un peu. Mais là, en l'occurrence, en faisant l'isolation des combles, en faisant l'isolation des murs, en changeant les menuiseries et en changeant le système de chauffage, un peu tous les leviers qu'on a évoqués, on est passé de F à G, on est passé de 400 à 100 à peu près, donc on va diviser par 4 à peu près les consommations. Voilà pour les ordres de grandeur qu'on peut atteindre sur les étiquettes énergie, en sachant que là, le logiciel que j'ai utilisé, ce n'est pas un logiciel euh, prévu pour faire les DPE, donc il ne faut pas prendre les valeurs au pied levé, c'est des ordres de grandeur. Voilà, donc ce ne sera pas exactement les mêmes valeurs, mais ça ne sera pas très éloigné. Quelque chose qui est aussi intéressant, qu'on recommande aussi aux gens, c'est justement lorsqu'on a le DPE, qu'on ne sait pas trop quoi faire, justement le lire en fait déjà le DPE, parce qu'il y a quand même des informations assez importantes, comme l'a dit tout à l'heure Régis, il a été, euh, j'allais dire rénové, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est pas forcément le terme adéquat sur ça, mais il a été en tout cas repensé et il a été mis à jour, et maintenant il y a pas mal d'informations, notamment le schéma ici de déperdition de chaleur, qui en fait, si on revient après tout à l'heure sur la maison qu'on voyait, là, c'est justement par rapport au DPE, qui est adapté à votre logement. Donc, c'est-à-dire que là, dans le logement que l'on voit
on voit que c'est les murs qui sont les plus déperditifs. Puis la ventilation, enfin le renouvellement d'air, puis les fenêtres. Donc là, par exemple, la toiture où le plafond est pas du tout déperditif. Alors peut-être que là, parce que c'est pas le même logement qu'avant, hein, ça c'est un autre logement, peut-être que soit au-dessus c'est déjà chauffé, ou qu'on est très bien isolé. Donc voilà, déjà on voit la répartition des pertes et on peut voir déjà quel poste va être le plus important et sur quoi on peut faire levier et avoir un gain vraiment important. Et aussi, la deuxième partie qui est assez intéressante aussi sur la répartition des dépenses. Alors, des dépenses, c'est pas forcément aussi là, c'est plutôt la répartition des pertes, en fait. Enfin, qu'est-ce qui consomme le plus? Et souvent, dans les logements assez anciens, c'est souvent le chauffage, effectivement, qui consomme beaucoup. Puis le chauffage sanitaire, on va dire, c'est les deux gros postes de consommation. Donc là, ben, on voit que voilà, sur le chauffage, il y a quand même un potentiel de gain important. Et on va pouvoir, en jouant sur la partie isolation et sur la partie chauffage, amener un gain important et amener et sortir de ces étiquettes F et G pour atteindre des niveaux plus performants et plus cohérents avec les objectifs évoqués en début de webinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ça. Alors, justement, on a gardé un temps assez important pour les questions. Donc, je vais déjà prendre les quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis après, je vous invite à les poser durant ce temps-là. Alors, première question que je vois, c'est qu'est-ce que la déperdition par ventilation, s'il vous plaît? Alors, la déperdition par ventilation, en fait, c'est lié au renouvellement d'air du logement. Comme vous le savez, sur un logement, on doit renouveler l'air du logement pour évacuer les polluants, l'humidité, les CO2, etc., les graisses, etc. Et donc, on est obligé de renouveler l'air d'un logement. Et quand on renouvelle l'air d'un logement, bah forcément, on fait sortir de l'air chaud, ou en tout cas chauffer en hiver, et on fait rentrer de l'air froid. Donc, bah, ça engendre des pertes. Et ce pourcentage-là, c'est le pourcentage de chaleur qu'on évacue par ce renouvellement d'air par rapport au pourcentage de chaleur totale qui va être perdu par les murs, par la toiture, par le plancher, etc. Donc là, en l'occurrence, c'était 27%. Par rapport à 100% des pertes qu'on va avoir de chaleur sur un logement, il y en a 27 qui partent par l'air que l'on va renouveler du logement. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Alors, certains vont dire, ben, on renouvelle moins l'air. Oui, sauf que si on renouvelle moins l'air, ben, on va avoir des problèmes justement de renouvellement d'air, on peut avoir des problèmes de condensation, d'humidité. Donc, c'est plus contrôler mieux son renouvellement d'air en mettant des systèmes voilà, qui peuvent, par exemple, renouveler l'air selon le taux d'humidité, ce qu'on appelle hygroréglable. Et après, dans certains cas, dans les logements neufs, c'est ce qu'on appelle les ventilations double flux, qui vont, en gros, préchauffer l'air, qui vont prendre la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant, et donc qui vont réduire fortement ces pertes-là. Comment procédez-vous dans une copropriété de plus de 200 logements? Venez-vous à l'AG pour expliquer et faire des propositions chiffrées? Est-ce que Régis, tu veux répondre à ça? Avec grand plaisir. Oui. On a fait une présentation du service public tout à l'heure et des équipes et de la répartition des équipes. Très rapidement, vous avez vu qu'il y avait un pôle individuel qui s'occupe des maisons individuelles, un pôle copropriété, et les méthodes d'intervention vont être à peu près similaires, c'est-à-dire sur les réponses personnalisées. Ce qui va être intéressant, c'est à partir du moment où vous rentrez en contact avec un conseiller du pôle copropriété, il va pouvoir vous accompagner et en même temps, il va diffuser l'information selon vos souhaits, à la fois aux copropriétaires s'ils le souhaitent, au conseil syndical, au syndic et pouvoir diffuser l'information. Ce qui est intéressant aussi par rapport à votre question, c'est de se dire qu'on doit être dans des réunions en amont pour projeter toute cette information et tout ce qui est en train de vous être indiqué, mais en même temps pour projeter toute la chronologie des étapes. Lorsqu'on est sur une AG, bah, de l'autre côté, c'est un moment qui est décisif pour la copropriété. Donc, il faut réellement que ça soit en amont, de manière à ce qu'il y ait tout le monde, tous les copropriétaires qui puissent maturer, entre guillemets, l'information, tout ce qui peut être dit autour de la copropriété, et qu'il y ait effectivement la possibilité sur le pôle copropriété qu'il y ait un conseiller France Rénov qui vienne directement en échange avec vous et sur lequel vous pouvez échanger en direct sur toutes les questions, à la fois sur le plan de vue technique, la chronologie des étapes, quelles vont être… voilà. Et tout ça est séquencé. Donc, il est important d'indiquer que France Rénov, moi j'appelle ça comme ça, c'est que les conseillers France Rénov sont un curseur de l'information. Le but est de vous donner l'information au bon moment, que ça soit calibré
de manière juridique, de manière personnalisée, de manière technique, de manière financière, et que vous ayez tout au bon moment et que vous ayez les rapports sur le côté financier et autres. Donc, pour vous répondre, sur l'AG, c'est trop tard. Ce n'est pas sur une AG qu'on intervient ou qu'on puisse le faire. C'est réellement en amont. Et l'intérêt aussi, c'est de se poser cette question-là par rapport aux échéances que je vous ai montrées sur les slides tout à l'heure. 2023, le G, indécence énergétique. 2025, 2028, 2032. Le but, c'est de se dire aussi dans une copropriété, rénovation qui va prendre 3 ans à 4 ans. Donc, commencez déjà à démarrer maintenant pour faire la prise d'information, pour pouvoir déclencher les choses et pour pouvoir comprendre les échéances. Bien sûr, toutes les interventions du conseiller France Rénov sont gratuites. Est-ce que j'ai répondu à la question, Olivier? Oui, je pense. Après, s'il y a des précisions, je pense qu'ils remettront un message. Alors, l'impact du DPE, enfin l'impact sur le DPE d'une véranda qui réchauffe l'intérieur de la maison en hiver. Alors ça, en fait, sur le DPE, ça va être via le coefficient qu'on appelle le coefficient B, qui en fait, pour toutes les parois, on indique un coefficient B. Je crois on le voit peut-être dans le slide au début là, qui en fait indique vers quoi donne la paroi. Donc, c'est-à-dire que si ça donne sur un volume chauffé, ben forcément, il n'y aura pas de déperdition. Si ça donne sur l'extérieur, il y aura 100% de déperdition. Et puis, si ça donne sur un couloir ou si ça donne sur un local non chauffé, mais genre un garage, etc., ben, il va y avoir en gros un coefficient de pondération des transferts de chaleur. Et donc là, si ça donne sur une véranda, et ben, il va y avoir un coefficient de pondération qui va faire que c'est pas comme si ça donnait vers l'extérieur, c'est pas comme si ça donnait sur un local chauffé, c'est entre les deux, et donc voilà, la paroi qui donne sur cette véranda-là va être moins déperditive que si elle donnait vers l'extérieur, et donc ça va impacter sur ça. Après, vraiment l'impact du réchauffement, c'est-à-dire en gros de la véranda qui va capter la chaleur et la diffuser en hiver, ça, j'ai pas vraiment l'information sur vraiment l'impact et sur en tout cas la prise en compte dans le DPE, mais ça doit être pris en compte après. C'est vrai que il faut regarder dans les formules qui sont dans le DPE. Les renouvellements, vas-y, ouais. Petite question rapide, doit-on contacter France Rénov ou l'ALEC? Si vous êtes sur le côté marseillais, Ciotat, jusqu'à plan de campagne et ensuite, voilà, n'hésitez pas. Sur l'ALEC Marseille, vous avez les informations qui s'affichent sur votre écran. Et de l'autre côté, sur le pays d'Aix-en-Provence, vous avez les informations concernant le CPIE avec à la fois le numéro de contact et le site internet. Voilà. Ces renouvellements d'air fonctionnent-ils à l'électricité? Alors, on parlait de la ventilation tout à l'heure. Alors, ça dépend. En fait, pour faire un petit historique, à l'époque, il y a 150 ans, on va dire, quand on construisait, on ne se posait pas la question du renouvellement d'air parce que bah, forcément, c'était aux 80 et on avait le renouvellement d'air naturel, donc il n'y avait pas d'extracteur d'air, on renouvelait l'air naturellement. Après, au bout d'un moment, on a commencé à mettre ce qu'on appelle des entrées basses ou des entrées hautes et basses dans certains appartements ou même maisons. Parfois, on voit ça. On a souvent dans les salles de bain, souvent, une entrée d'air haute, une entrée d'air basse, pour en fait renouveler l'air de la salle de bain. Là non plus, il n'y a pas d'électricité, donc c'est un renouvellement naturel, mais qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas maîtrisé. Quand il y a beaucoup de vent, ça renouvelle trop, etc., etc. Après, on a mis en place des choses motorisées, là, qu'on appelle des VMC, des ventilations mécaniques contrôlées, qui, elles, effectivement, fonctionnent à l'électricité. Après, c'est des consommations qui sont relativement faibles par rapport à des consommations électriques de radiateurs, ou voilà, c'est quelques watts, quelques dizaines de watts, mais ça fonctionne à l'électricité. Voilà, ça a un impact très faible sur votre facture électrique, euh, mais c'est indispensable, on va dire, pour maîtriser le renouvellement d'air et pour éviter d'avoir des problèmes de condensation, d'humidité, de polluants, etc., etc. Une question de Cathy qui parle d'un événement qu'on a organisé à Gardanne, qui était le 14 et 15 octobre, dont Olivier était présent. C'est de se dire qu'en Oui. fait, les rencontres de l'éco-construction et de la rénovation. Est-ce qu'il y a eu sur ce coup-là, qu'est-ce qu'il y a eu une synthèse réalisée? On peut éventuellement, n'hésitez pas à me contacter, Cathy. Il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, notamment au niveau des artisans et autres. Revenez vers moi avec grand plaisir. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues, notamment une participation sur le salon immobilier de Martigues, et puis d'autres choses qui sont prévues pour l'année prochaine, sur lesquelles justement il y aura la rénovation qui sera à l'honneur. Olivier? Oui. Une question de Philippe, vous avez parlé d'isolation par l'extérieur, mais existe-t-il des matériaux d'isolation intérieure de même efficacité, faciles à poser et suffisamment minces pour ne pas perdre trop de mètres carrés? Alors,
il existe des matériaux, enfin en fait il y a plusieurs moyens de répondre à la question. Il y a certains matériaux isolants, on va avoir une capacité à isoler qu'on va appeler en hiver, en tout cas ce qu'on appelle une conductivité plus faible et donc qui vont permettre, avec un peu moins d'épaisseur, d'avoir la même résistance thermique, le même air, la même performance d'isolation normée, on va dire. Après, ça ne va pas permettre de passer on va pas diviser par deux l'épaisseur, ça peut permettre de gagner quelques centimètres. Après, le problème qu'on va avoir, c'est que ces isolants-là, ce n'est pas forcément les isolants qui ont le meilleur bilan environnemental. Ça va être souvent des isolants d'origine pétrolière, enfin tout ce qui est polystyrène, polyuréthane, etc., ou, voilà, qui peuvent être utilisés dans certains cas lorsqu'on a vraiment un problème d'épaisseur, voilà, mais qui sont vraiment pas à utiliser dans tous les cas parce qu'on va avoir voilà, plein de matériaux différents qui vont pouvoir apporter la même performance avec un bilan environnemental bien meilleur. Après, il y a d'autres vraiment isolants qui peuvent être utilisés, type isolant vide, isolant sous mince, enfin non, pardon, isolant mince, isolant sous vide. Alors, isolant mince, pas les isolants dont on entend parler parfois, mais c'est vraiment des isolants, des aérogels de silice, des trucs comme ça, qui eux sont vraiment beaucoup plus performants et par contre qui coûtent vraiment très très cher, donc qui sont vraiment pas rentables à utiliser. Une question pour toi de Christine, qui, pour une maison très très ancienne et très atypique et en zone monument historique, est-ce qu'il est possible qu'un conseiller France Rénov se déplace environ 15-25 km au nord d'Aix-en-Provence? Olivier, Alors, je vais juste répondre à la question d'avant, parce que du coup, je vais les prendre dans l'ordre, sinon je vais en oublier. Il y avait une pardon. question sur le photovoltaïque. Hors de grandeur actuelle du temps de retour d'une installation photovoltaïque. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va dire que dans le meilleur des cas, si c'est bien dimensionné, bien pensé, qu'on fait les efforts de consommer les équipes, de consommer au moment où il y a de la production en autoconsommation, on va être sur une installation classique de 3 kW crête, on va être entre 8 et 10 ans de temps de retour sur investissement. Après, ça dépend, comme je dis, de beaucoup, beaucoup de variables, de votre consommation, du moment de votre consommation, de la puissance, de l'orientation, de l'inclinaison, voilà, de plein de choses. Mais disons que voilà, si on a bien réfléchi en amont, qu'on est passé par France Rénov, que l'entreprise est correcte, a bien fait son travail, et qu'elle a bien défini et qu'on essaie de consommer le plus possible en adéquation avec la production, on va arriver à rentabiliser l'investissement à cet ordre de grandeur. Après, si on prend le cas extrême, un panneau, on va le rentabiliser en 2 ans. Parce qu'un panneau, on va consommer 100% de ce qu'il va produire. Et si on met qu'un seul panneau, ça va être rentable très rapidement, mais par contre, on va réduire sa facture de peu. Donc, c'est un équilibre en fait à trouver le, la quantité, la surface de panneaux qu'on va mettre et donc la déduction de la facture qu'on va faire et la rentabilité. Après, aussi une autre manière de répondre à la question, là on parle de temps de retour sur investissement, on peut parler aussi de rentabilité, de rendement. Quand on dit 8 à 10 ans pour rentabiliser, ça veut aussi dire un rendement annuel de 10%, à comparer au rendement du livret A qui a augmenté mais qui est à 2%. Là, on est à 10%. Donc, on est en gros 5 fois plus rentable qu'un livret A sur un investissement. Donc, voilà, il faut comparer aussi les choses qui sont comparables. Souvent, on dit combien de temps je mets pour rentabiliser. Oui, mais déjà, ça rapporte 5 fois plus qu'un livret A. Voilà. Donc, la question de Cathy. Non, de Christine, pardon. Pour une maison très très ancienne et très atypique, en zone monument historique, vous est-il possible d'envoyer un conseiller sur place? Alors là, il va falloir nous contacter avant parce qu'en fait, on a des contraintes au niveau on a des contraintes, je ne vais pas rentrer dans le détail, où on doit voir en fait avant, on doit vous contacter. Après, a priori, ça pourrait être possible, mais il faut quand même nous contacter avant pour qu'on puisse affiner ça avec vous, discuter avec vous et finaliser tout ça. Il faut vérifier deux, trois choses avec vous avant qu'on puisse se déplacer, mais effectivement, en théorie, c'est possible et on le fait si vous rentrez, on va dire, dans un cadre qui est défini. Voilà. J'enchaîne. Alors, juste par Mm. rapport à une question d'un point de vue pratique, sur l'envoi des slides, normalement, les slides sont envoyés par email. N'hésitez pas en amont à contacter soit l'ALEC, soit le CPIE sur Aix-en-Provence, de manière à, surtout sur les copropriétés, de pouvoir évaluer ce qu'il en est et qu'on puisse vous accompagner.
c'est pas au travers de 2-3 slides que la réponse peut se faire. Et c'est intéressant qu'il y ait un regard sur le point de vue technique qui puisse vous accompagner au niveau des copropriétaires, du conseil syndical et de vous apporter ce conseil. Donc, n'hésitez surtout pas de contacter les deux structures. Alors, une question sur la fourchette de coût au mètre carré d'utilisation par l'extérieur. Euh, alors, une fourchette, ça va être une large fourchette peut-être, mais pareil, ça dépend de beaucoup de choses, du type de matériaux, de la difficulté, on va dire, ou en tout cas le type de parois qu'on va avoir. Est-ce qu'on a des points singuliers, des fenêtres, des portes, des crochets, des angles, etc. Mais on va dire qu'actuellement, une fourchette, on va peut-être être entre 130, 140 et 180 euros par mètre carré. Ça prend en compte le coût de l'isolant, le coût de la pose de l'isolant, le coût de l'enduit, voilà, on va dire tout compris. On va être à ce coût-là, ce qui représente un coût assez important, qu'il faut mettre quand même en parallèle avec le coût d'un ravalement seul, qui coûte quand même déjà assez cher, qui est à peu près la moitié, grosso modo, de ce montant-là. Donc voilà, le surcoût de l'isolant par l'extérieur par rapport à un coût de ravalement de façade, là déjà, on est plus sur des prix intéressant en tout cas plus faible. Mais voilà, on va être autour de ce prix-là. Après, ça, comme je dis, il y a beaucoup de variables qui vont faire varier le prix. Et bon, s'il y a des entreprises qui m'écoutent, ils vont peut-être me taper sur les doigts après. Mais disons que dans les devis qu'on va passer, on est à peu près dans ces ordres de coûts, avec un coût malheureusement qui a un petit peu augmenté ces derniers temps au vu de la situation que l'on connaît tous. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore là pour quelques minutes. Pour des rampants, quel est le meilleur matériau ayant des qualités isolation hiver, mais surtout été entre laine de fibre de bois, liège, laine de coton? Bon, déjà, les matériaux que vous citez ont tous en commun d'être biosourcés, donc ont tous en commun d'avoir quand même des performances en été plutôt intéressantes parce que, notamment, c'est des questions liées à la densité, à la capacité thermique, donc à la notion de pouvoir absorber une certaine quantité de chaleur avant de la retransmettre à l'intérieur du logement. C'est ce qu'on appelle souvent aussi le déphasage, c'est-à-dire en fait la capacité à décaler le flux de chaleur plutôt en soirée et donc de ne pas se taper le pic de chaleur au moment où il fait très chaud à l'extérieur et qu'on ne puisse pas évacuer cette chaleur-là, mais plutôt le décaler en soirée où on peut évacuer la chaleur. Après, il faut mettre quand même un bémol sur le choix du matériau. L'impact du choix du matériau isolant peut être quand même relativement faible par rapport à l'inertie globale du bâtiment. C'est-à-dire que sur un rampant qui est enfin, sur un plafond béton, sur des murs béton, sur des murs assez lourds, l'impact du choix de l'isolant est peut-être pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Mais voilà, ça a quand même un impact. Mais voilà, il faut quand même relativiser sur ça. Il y a des études qui montrent que c'est important, mais c'est pas forcément la priorité, enfin le point qui permet de gagner le plus, notamment par exemple par rapport à la surventilation nocturne, donc le fait d'ouvrir, de surventiler, d'évacuer la chaleur, qui a un impact au moins aussi important que le choix de l'isolant. Donc en fait, le choix de l'isolant, les matériaux que vous citez biosourcés, ça va peut-être être plus sur la partie environnementale, la partie énergie grise, la partie santé, sanitaire, etc., que la partie vraiment euh, confort d'été et impact sur le flux de chaleur. Voilà. Intérêt isolé, porte de garage sous habitation. Alors, sous habitation, en fait, l'isolation, elle doit se faire au plus proche du volume chauffé. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un garage sous une habitation, normalement, il faut isoler le plafond du garage. Après, le fait d'isoler la porte, ça n'a pas vraiment d'impact parce que si c'est bien isolé au niveau du plafond du garage, que dans votre garage il fasse 8 ou il fasse 10, ça c'est pareil en fait, ça ne changera rien si c'est bien isolé. Donc au niveau énergétique, si c'est pas isolé le plafond, ça va avoir un tout petit impact. Si c'est isolé le plafond, 0, très très faible. Si on vous contacte par la suite, vous êtes apte à nous conseiller sur les travaux prioritaires à faire quel matériau? Oui, c'est exactement ça, vous avez totalement compris. On est apte pour vous conseiller sur la partie technique et sur la partie financière, les aides financières, les critères, les contraintes, les démarches. Donc, on vous transmet des listes d'entreprises, on vous aide à analyser les devis, on vous aide à définir votre projet. On vous aide aussi peut-être, pourquoi pas, à le monter en compétences, à le monter en performance.
Parce que comme on l'a vu, peut-être que vous envisagez des choses, mais on peut peut-être essayer d'envisager des choses en plus, avec des aides financières peut-être en plus, qui vous permettront à budget constant de faire plus de travaux, d'être plus performant. Donc voilà, c'est tout ça sur lequel on peut discuter, on peut vous aider à définir les travaux prioritaires, les matériaux, les entreprises, les systèmes, etc., etc., etc. Normalement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, je crois. Donc, comme je rappelle, donc là, notre webinaire va être diffusé. Donc là, il est enregistré, il va être diffusé après sur YouTube. Vous recevrez par mail à la fois la présentation et à la fois le lien pour le revisionner et pour aussi avoir nos coordonnées, etc. Et, et voilà. Et après, donc là, s'il y a, on va devoir vous quitter, mais comme on reste disponible, que ce soit sur Marseille, sur Aix, pour toutes les questions qui pourraient venir sur ce sujet ou sur un autre lié à la rénovation énergétique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Régis? Eh bien, juste pour conclure, bonne soirée à tous. L'objectif, c'est réellement que vous puissiez avoir en main votre DPE. N'hésitez pas à avoir le DPE à la main, de commencer à se poser des questions sur la rénovation énergétique et puis de contacter les conseillers France Rénov sur les plateformes que vous avez vues avec les numéros de téléphone. N'hésitez pas. Ça peut être un début d'information, ça sera un parcours, ça sera de la technique, ça sera du financier, ça peut être du juridique aussi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions de manière à ce que vous avez vu que ça peut être soit en 3 mois, soit en 3 ans. Mais il y a des échéances réglementaires. Et puis, un petit clin d'œil, c'est de se dire autour de vous, n'hésitez pas, peut-être à partir de demain, à la pause café, pause déjeuner, au bureau ou autre, à parler du service public de la rénovation, donc France Rénov, sur les deux structures, et en même temps à poser la question, un peu comme on a fait au début, en demandant aux uns et aux autres, aux voisins, aux copropriétaires ou aux voisins de bureau, de poser la question quel est votre DPE, et puis de voir quelles sont les réactions, et de savoir un petit peu si tout le monde a un petit peu commencé sur la démarche. Voilà, c'était mon mot de la fin pour moi ce soir. Super. J'espère que tout le monde y a trouvé un petit peu son information. N'hésitez pas, il y aura d'autres sujets. N'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec grand plaisir. Voilà, le prochain sujet, ça sera, enfin, peut-être pas le prochain, mais il y aura un sujet sur démêler le vrai du faux sur la rénovation énergétique qui peut être aussi intéressant. Sur voilà, un peu les idées reçues qu'on peut avoir et les questions qu'on retrouve souvent. Donc, il y aura un sujet comme ça dans les mois à venir. Vous recevrez les informations. Voilà. Merci à vous, très bonne soirée à tous, à toutes. Merci, au revoir. À très vite. Merci beaucoup.